Augmentation de 2, de 5, de 7 degrés en 2100, c'est l'annonce alarmante faite par un groupe de scientifiques français qui ont rendu leur rapport cette semaine. Pour ces chercheurs, la température moyenne de la planète à la fin du siècle va dépendre fortement des politiques climatiques qui seront mises en œuvre dès maintenant. Le réchauffement climatique atteindra-t-il vraiment une telle hausse à la fin du siècle? Décryptage des scénarios possibles dans ce journal. Le président déchu Ben Ali est décédé à l'âge de 83 ans ce jeudi en Arabie Saoudite où il vivait en exil depuis la révolution de 2011 en Tunisie. Le mouvement de contestation contre le pouvoir tunisien avait constitué le début du printemps arabe dans plusieurs pays. Et notre grand angle ce soir, fruit du hasard, nous laissera en Tunisie, alors que le premier tour de l'élection présidentielle a permis à 2 candidats de se qualifier pour le second tour dans quelques semaines. Nous nous rendrons sur place pour faire un état des lieux du pays. Analyse complète tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue à tous. On se rappelle tous des mesures prises dans le cadre de la COP21, la conférence sur le climat à Paris en 2015, qui prévoyait de limiter à 1,5 voire à 2 degrés la hausse des températures d'ici la fin du XXIe siècle. Eh bien, des hypothèses alarmantes ont été présentées ce mardi par des scientifiques français. Une centaine de chercheurs et d'ingénieurs ont en effet mis au point 2 nouveaux modèles climatiques qui serviront de base au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, pour leur rapport prévu pour 2021-2022, et en explorant les trajectoires proposées par des économistes qui ont notamment pris en compte la baisse de la consommation d'énergie, le niveau de coopération entre les pays et l'évolution de la population mondiale. Les scientifiques ont établi plusieurs scénarios. Quels sont-ils et quelles seront les conséquences sur les sociétés humaines? Explication signée Roland Seferian, climatologue au Centre national de recherche météorologique. Selon Roland Seferian, le scénario le plus cohérent est celui qui conserve les caractéristiques que le monde a connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et que les sociétés humaines appliquent aujourd'hui. Il mêle un modèle productiviste, l'instauration de politiques climatiques, mais qui ont du mal à se mettre en place. Dans ce scénario, il n'y a pas non plus d'innovation technologique particulière permettant de résoudre les problèmes de qualité de l'air. On continue à bâtir des centrales à charbon, à construire des réacteurs nucléaires et il n'y a pas de pénétration des énergies renouvelables. Dans cette optique, la hausse de la température moyenne mondiale atteindrait 4 à 6 degrés à la fin du siècle. Il y aurait une augmentation des fréquences et des vagues de chaleur, à l'image de cet été, des périodes de sécheresse plus importantes, un changement de cycle saisonnier qui aura un impact sur les récoltes et les moyens de production de nourriture. La banquise, elle, aurait quasiment disparu, les océans seraient plus acides, ce qui poserait des problèmes à certains types d'espèces marines fragiles comme les coraux. Autre scénario, plus pessimiste celui-ci, celui de l'emballement de la croissance. Les résultats des 2 modèles scientifiques tendent à dire que l'augmentation de la température moyenne globale atteindrait les 7 degrés en 2100. À titre de comparaison, dans le dernier rapport du GIEC en 2014, le pire scénario prévoyait plus 4,8 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Comment pourrait-on en arriver là? On sera dans une course à la croissance, explique Roland Seferian, et pour alimenter la croissance mondiale, le PIB, on a besoin d'énergie et il n'est pas possible d'atteindre des niveaux de croissance si élevés avec d'autres énergies que celles fossiles. En termes de conséquences, il ne sera pas très différent du scénario le plus cohérent, mais c'est la manière dont ces impacts vont s'exprimer qui sera différente. Enfin, le scénario le plus optimiste, celui de l'accord de Paris, parce qu'il permettrait tout juste de rester sous l'objectif de 2 degrés de réchauffement. Ce scénario implique la diminution immédiate des émissions de CO2 et la neutralité carbone à l'échelle du globe en 2050 pour un maintien sous les 1,5 degrés et à l'horizon 2070-2080 pour un maintien sous 2 degrés. Le thermomètre ne devrait donc pas s'arrêter de grimper. La France a d'ailleurs enregistré cet été le mois de juillet le plus chaud de l'histoire. Une hausse des températures moyennes globales devrait atteindre les 7 degrés, plus 7 degrés d'ici 2100 dans notre pays. Alors, quelles seront les conséquences très concrètes pour nous? On voit cela en détail avec cette infographie signée du Parisien. En France, les multiplications des vagues de chaleur sont une des illustrations de ce scénario pessimiste selon les scientifiques. La canicule de 2003 qui avait tué 15 000 personnes dans l'Hexagone deviendrait la norme dès les années 2050.
Toutes les caractéristiques des canicules augmentent, température du jour le plus chaud, nombre total de jours de canicule dans l'été et durée des épisodes de canicule. D'autant que, comme le rappelle Aurélien Ribes, chercheur Météo France au Centre national de recherche météorologique, la France chauffe un peu plus que la moyenne planétaire. Pour 4 degrés de hausse dans le monde, c'est environ 5% pour la France. En fin de siècle, sur la base de fortes émissions, il y aura des canicules qui pourront durer 2 voire 3 mois, soit l'intégralité de l'été qui sera en réalité une canicule. Aujourd'hui, on considère que l'on entre en épisode de canicule lorsque la température est 5 degrés au-dessus de la température normale. Il n'est donc pas à exclure qu'on atteigne les 50 degrés. Des vagues de chaleur qui s'accompagnaient de sécheresses beaucoup plus longues et étendues. Sur le bassin méditerranéen, l'été, il faut s'attendre à moins de précipitations avec des effets sur les débits des rivières. La Garonne, par exemple, pourrait perdre 10% de son flux. Selon ce scénario, des feux de forêt se multiplieraient aussi dans des régions où aujourd'hui ils ne sont pas trop fréquents. En Sologne, par exemple, les températures vont se rapprocher de celles du bassin méditerranéen, des régions qui sont habituellement soumises au feu. L'étude permet d'amorcer aussi des projections sur les cyclones et les précipitations extrêmes, et Mayotte et la Réunion devraient être particulièrement touchés. On ne devrait pas avoir plus de cyclones, mais des cyclones plus violents, comme Dorian. Sous l'effet de la chaleur, un même cyclone donnera plus d'eau, avec des cumuls de précipitations qui peuvent être de l'ordre de 120 litres d'eau par mètre carré en seulement 3 heures. Autre conséquence, oui, il y en a. Le niveau des mers va monter, la fonte des glaces va s'accélérer, les secteurs les plus dépendants de la météo, comme l'agriculture, vont être profondément touchés. Alors que la forêt amazonienne est toujours la proie des flammes, direction l'Indonésie, qui est frappée à son tour par de violents incendies. 9000 pompiers tentent toujours d'éteindre le sinistre. Les vastes feux de forêt répandent un nuage de fumée toxique jusqu'à Singapour et la Malaisie, provoquant une crise diplomatique. En raison de la pollution de l'air, des milliers d'écoles sont restées fermées depuis 4 jours. Et dans la forêt de Bornéo, des orang-outans souffrent d'infections respiratoires. Depuis le début de l'année, l'Indonésie est en proie à des incendies d'une violence particulière, à l'instar de ceux qui sévissent actuellement en Amazonie. Ces feux qui dévastent les forêts défrichées de Sumatra et de Bornéo, des forêts primaires essentielles à la régulation du climat, surviennent tous les ans dans cet archipel, mais ils ont pris de l'ampleur cette année en raison d'une saison sèche particulièrement longue et intense. Avec 328 000 hectares brûlés depuis janvier, ce sont les pires depuis ceux particulièrement dévastateurs de 2015. Ces vastes incendies répandent un nuage de fumée toxique jusqu'à Singapour et la Malaisie et mettent en danger la santé des habitants mais aussi la faune locale. L'agence météo indonésienne a déclaré ce mercredi que plus de 1000 points dégageant de la chaleur intense, ce qui indique un probable incendie, avaient été détectés par satellite, la plupart à Sumatra. La pollution de l'air due aux incendies de forêt a entraîné la fermeture de milliers d'écoles à travers ce pays ainsi qu'en Malaisie. Les autorités indonésiennes ont annoncé la fermeture de centaines d'écoles dans la province de Rio, à Sumatra, et d'environ 1300 établissements scolaires dans la province centrale de Kalimantan, à Bornéo. Cette semaine, la qualité de l'air s'est détériorée au point d'atteindre un niveau très mauvais pour la santé dans certaines parties de la Malaisie voisine, et notamment au sein même de la capitale, Kuala Lumpur. Un nombre croissant de Malaisiens souffrent de problèmes de santé liés à ce nuage toxique. Selon les autorités, les hôpitaux ont reçu un grand nombre de personnes souffrant de sécheresse cutanée et de démangeaisons aux yeux. Le manque de visibilité a également entraîné la fermeture de 7 aéroports de Bornéo, une île que se partagent l'Indonésie, la Malaisie et Brunei. C'est ce qu'a annoncé le ministère indonésien des Transports. Des vols avaient déjà été annulés ou déroutés dans cette région. À Singapour, qui accueille un grand prix de Formule 1 ce week-end, la qualité de l'air s'est détériorée pour atteindre des niveaux néfastes à la santé et un nuage blanc a obscurci l'horizon. Ces vastes incendies mettent également en danger la santé de plusieurs centaines d'orang-outans. La plupart reçoivent d'ailleurs des soins intensifs. Dans un centre de l'est de Bornéo, la détérioration de la qualité de l'air a poussé les soignants à restreindre à quelques heures par jour les activités à l'extérieur pour les plus jeunes singes. Ce primate arboricole au long poil roux ne vit en liberté que sur 2 îles indonésiennes, Sumatra et Bornéo, dont les forêts tropicales se réduisent à cause de l'exploitation des forêts et aussi des incendies. La population d'orang-outans de Bornéo, évaluée à environ 288 000 en 1973, est tombée à quelques 100 000 individus aujourd'hui, presque 3 fois moins.
Les incendies ont généré par ailleurs des tensions diplomatiques entre l'Indonésie et la Malaisie. Dans un premier temps, la ministre indonésienne de l'Environnement avait laissé entendre que cette pollution provenait d'incendies en Malaisie. Des images satellitaires montraient pourtant que des centaines d'incendies ravageaient l'Indonésie contre seulement une poignée chez son voisin. Ces déclarations avaient suscité la colère de Kuala Lumpur. La ministre a ensuite déclaré que certains des incendies détruisaient des plantations appartenant à des entreprises établies en Malaisie. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre malaisien, de manière très diplomatique, a annoncé que son pays pourrait se doter d'une loi obligeant les entreprises malaisiennes à combattre les feux se produisant dans les plantations qu'elles posséderaient à l'étranger. Lundi, la police indonésienne avait par ailleurs annoncé avoir arrêté 185 personnes soupçonnées d'avoir déclenché des feux dans l'archipel. Direction le Moyen-Orient à présent, il y a quelques jours, 2 sites pétroliers saoudiens ont été visés et ravagés par une attaque que les États-Unis n'ont pas hésité à attribuer à l'Iran malgré les dénégations de celui-ci. Retour en 4 points sur les zones d'ombre d'une affaire qui menace aujourd'hui les relations internationales. Vue de Paris, cette crise se déroule aux confins du monde. Elle est cependant l'une des plus grandes ombres actuellement projetées sur les relations internationales dans une région marquée depuis 5 ans par un conflit extrêmement sanglant, la guerre du Yémen. Les combats y opposent les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, qui tiennent une bonne partie du pays, à une coalition dominée par le voisin saoudien qui rêve de les déloger, mais qui en 60 mois de bombardement n'est parvenu qu'à faire des milliers de morts et à plonger 12 millions de Yéménites dans les affres de la faim. C'est dans ce contexte que 2 sites pétroliers saoudiens de premier plan ont subi une attaque sans précédent il y a une semaine. Alors que s'est-il passé? Les 2 sites visés appartenant aux géants du secteur Aramco étaient le champ pétrolifère de Kuraïs et l'usine d'Abqaiq. Ramenée à quelques chiffres, l'offensive a porté des coups d'une rare violence à l'économie de la puissante monarchie et par-delà au marché mondial. L'opération a fait reculer de 5% la production planétaire de pétrole. Elle a oblitéré la moitié de la livraison journalière de l'Arabie Saoudite en or noir. Enfin, elle a occasionné une flambée des prix qui ont grimpé dans le monde de 10%. Mais connaître les faits implique de dire les moyens mobilisés pour l'attaque et de dévoiler l'identité de l'auteur. Or, sur ces 2 points cruciaux qui enflamment toutes les chancelleries, on ne dispose d'aucune certitude, mais seulement d'un faisceau d'hypothèses. Arabie Saoudite, États-Unis, Iran, bref, que disent les acteurs? Pour les alliés américano-saoudiens, l'affaire ne fait pas un pli, l'Iran a piloté l'opération. Dimanche, Donald Trump l'affirmait sur Twitter, les États-Unis étaient fin prêts à répondre aux demandes de leurs partenaires saoudiens. De son côté, celui-ci, par la voix du ministère des Affaires étrangères, affirmait que les armes utilisées étaient iraniennes. Il faut toutefois noter que le ton a déjà changé en provenance d'Amérique du Nord, comme l'a d'ailleurs remarqué le New York Times. Lundi, face à la presse, le président américain s'est borné à dire qu'il semblait que l'attaque ait été commanditée par Téhéran, ajoutant immédiatement que la chose était en cours de vérification et qu'il s'agissait d'éviter la guerre. Et si les États-Unis ont l'intention d'aider l'Arabie Saoudite, il n'est à ce stade pas question de protéger la contrée de la famille Saoud. The Atlantic a d'ailleurs noté que rien ne poussait Donald Trump à le faire, car bien que les liens entre Riyad et Washington soient étroits, il n'existe pas de traité entraînant mécaniquement une intervention américaine en cas d'attaque contre l'Arabie Saoudite. L'Iran, quant à lui, le promet, ces accusations sont insensées, incompréhensibles d'après les termes employés par l'un des cadres du ministère des Affaires étrangères. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, depuis une réunion au sommet lundi à Ankara, aux côtés de Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, a jugé avec bienveillance l'événement tout en l'attribuant à d'autres. Le Yémen est la cible de bombardements quotidiens, a-t-il dit. Le peuple du Yémen a été obligé de répondre. Ils ne font que se défendre. Comment l'attaque s'est-elle déroulée? S'étant désigné lui-même, le coupable semble tout trouver. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'il règle la mire sur l'Arabie Saoudite dont il veut obtenir la fin des menées militaires au Yémen et la fin du blocus. Pourquoi alors ne pas croire les Houthis? C'est simple, les experts internationaux, à commencer par les agents missionnés par Washington, ne les pensent pas capables d'opérer si loin de leur base. Abqaiq et Kuraïs se situent près du golfe Persique, soit à l'opposé du Yémen sur la péninsule. De plus, il a fallu aux armes employées parcourir des centaines de kilomètres, échapper à la défense antiaérienne saoudienne, à ses tours de communication.
Une sophistication qui ne cadre pas avec les drones longtemps en usage chez les Houthis, décrits comme peu chers et à la faible portée par le quotidien new-yorkais qui s'est penché dans le détail sur la question. De surcroît, les modalités de l'attaque s'interrogent toujours et l'attaque de drones ne tient plus forcément la corde. L'expertise pourrait par ailleurs aider à s'élever au-dessus des professions de foi. Dès samedi, les Américains ont révélé au public les images satellites des structures endommagées sur lesquelles on a compté 17 impacts. Leur conclusion était alors sans appel. Les traces montraient selon eux que l'attaque provenait du nord ou du nord-ouest, donc de l'Iran ou de l'Irak. La mention de ce pays peut paraître surprenante, mais les Américains sont persuadés qu'en mai dernier, une attaque de drone voulue par Téhéran avait été pilotée depuis l'Irak. Le gouvernement irakien a cependant affirmé que le mal soit venu de son ciel cette fois-ci. Et après l'attaque de 2 sites en Arabie Saoudite, l'inquiétude d'une flambée des prix à la pompe, mais aussi sur divers produits monte. Quelle solution le gouvernement peut-il apporter? Élément de réponse tout de suite. Après l'attaque par des drones de raffineries en Arabie Saoudite, le spectre de la flambée des prix à la pompe ressurgit. C'est le cas de le dire, l'attaque revendiquée par des rebelles yéménites a une conséquence immédiate. La production est à l'arrêt. Le manque est de 5,7 millions de barils par jour, soit 5% de la production mondiale. En quelques heures, le prix du baril s'est envolé, affichant plus 11%. C'est cependant encore loin des envolées au moment des chocs pétroliers. En 1979, les prix avaient augmenté de 207% en moins d'un an. Pour les automobilistes, la conséquence est néanmoins immédiate. Plus 5 centimes d'euros par litre d'essence ont été constatés dès lundi. La hausse devrait aussi toucher les entreprises qui pourraient la répercuter sur les prix des produits. Après la crise des gilets jaunes, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée, l'idée d'une taxe flottante qui baisse quand le cours du pétrole s'envole avait été envisagée puis repoussée. Reste un levier, le recours aux réserves stratégiques, c'est-à-dire ce que le gouvernement met de côté en cas d'urgence. Selon des experts, la production de pétrole en Arabie Saoudite pourrait être interrompue pendant plusieurs semaines. En Israël, les élections législatives ont eu lieu ce mardi pour désigner les membres de la Knesset, le parlement de l'État d'Israël siégeant à Jérusalem. Les députés sont élus pour un mandat de 4 ans, rappelons-le. Depuis sa création en 1949, sur les 19 chambres élues, 12 ont été dissoutes. Initialement prévues pour novembre 2023, ces élections ont eu lieu de manière anticipée, suite à l'échec de la formation d'un gouvernement de coalition après les élections organisées en avril dernier. Alors qu'en est-il des résultats? Quel score pour le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahou? Réponse en images. Les Israéliens se sont réveillés ce mercredi sans savoir qui a gagné les élections législatives de la veille. Le chef du gouvernement, Benyamin Netanyahou, et l'ancien chef d'état-major de l'armée, Benny Gantz, sont en situation d'égalité en nombre de sièges avec leurs partis respectifs. Mais dans l'attente du calcul des résultats définitifs, le principal enseignement de ce deuxième scrutin en 5 mois est que le Premier ministre n'a pas réussi son pari. Il est loin d'obtenir une majorité apte à gouverner sur la base de ses alliances, selon les projections qui se sont affinées au fil des heures. Il a trébuché mais résiste. Son adversaire du parti bleu-blanc n'atteint pas, lui non plus, avec son bloc, le seuil fatidique des 61 sièges à la Knesset. La soirée a été longue et la nuit interminable au siège des partis politiques et en particulier au Likaoudéa bleu-blanc, où les militants étaient partagés entre leurs inquiétudes et leurs espoirs, avec un sentiment de joie chez les partisans de Benny Gantz qui rêvent de la chute du Premier ministre. Benyamin Netanyahou et son rival du centre se sont exprimés en évitant tout triomphalisme. Le président déchu de Tunisie, Zine El Abidine Ben Ali, est mort ce jeudi à l'âge de 83 ans en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Après plus de 2 décennies d'un pouvoir répressif, Ben Ali avait été renversé début 2011 par un mouvement populaire, point de départ d'une vague de révolte dans la région connue sous le nom de Printemps arabe. L'an dernier, Ben Ali avait été condamné à 200 ans de prison. Retour tout de suite sur sa vie. Il aura tenu 23 ans au pouvoir, mais sera tombé en moins d'un mois. De Zine El Abidine Ben Ali, les Tunisiens garderont sans doute le souvenir de sa dernière apparition télévisée, le 13 janvier 2011. L'homme qui les a fait trembler pendant presque un quart de siècle semble défait, presque apeuré. « Je n'étais pas au courant, on m'a trompé, je vous ai compris », dit-il presque suppliant. Mais c'est déjà trop tard, ce troisième discours en une semaine sonne comme un aveu de faiblesse. La rue ne veut plus d'un homme dont elle sait qu'il ne tient jamais ses promesses. Elle continue d'exiger sa démission.
24 heures plus tard, Ben Ali quitte le pays pour Riyad, en Arabie Saoudite, dans des conditions piteuses, en compagnie de tout son clan, en pleine débandade. Ce départ a l'allure d'une fuite et achève de ruiner son image. L'ex-autocrate apparaît soudain comme un tigre de papier, disent les médias, et il n'inspire plus que des sarcasmes, mais cette fois, les Tunisiens peuvent clamer haut et fort ce qu'ils disent tout bas depuis des années. Ils haïssent cet homme dont l'Europe France en tête s'obstine à chanter les mérites pour 3 raisons au moins. Sa lutte contre l'islamisme, le statut de la femme tunisienne, inégalé dans le monde arabe depuis Bourguiba, et enfin la prospérité économique de la Tunisie, petit pays dénué de ressources en hydrocarbures, à l'inverse de ses puissants voisins. Des 3 dirigeants du Maghreb, le président Ben Ali aura sans doute été le plus exécré par son peuple, même ceux qui profitaient du système qu'il avait instauré le détestaient. Rares sont ceux qui se souviennent aujourd'hui que lors de son arrivée au pouvoir, en novembre 1987, le tombeur du président Habib Bourguiba avait soulevé un immense espoir. En destituant en douceur le père de la nation devenu sénile, celui qui est alors Premier ministre libère les Tunisiens de 30 ans de bourguibisme et d'une fin de règne chaotique. De ce militaire de formation, par ailleurs diplômé d'électronique, son hobby, on ne sait cependant pas grand-chose à l'époque. Le nouveau venu a 51 ans, il est silencieux et cultive même le mystère. Après son accession au palais de Carthage, le nouveau président applique à la lettre sa stratégie. Il fait la chasse aux islamistes avant de s'en prendre à la gauche, puis à tous les démocrates. La presse est muselée, le multipartisme interdit, la liberté d'association confisquée et la justice mise aux ordres. Chacun vit sous le règne de l'arbitraire. Quiconque se rebiffe s'expose à des représailles de tous ordres, des plus mesquines aux plus violentes, filatures, détentions arbitraires, confiscation de passeports, tabassage en règle, lignes téléphoniques coupées, assèchement économique par le biais de licenciements, d'intimidation ou de redressements fiscaux, voire encore campagne d'insultes ordurières contre les opposants et les militants des droits de l'homme. Torture également. Des années durant, la peur va l'emporter sur la rage. Pourtant, le mécontentement grandit. La population a le sentiment qu'elle s'est fait gruger. On lui avait promis de la prospérité en échange des libertés, désormais confisquées. Elle estime n'avoir ni l'une ni l'autre. Avec une économie diversifiée, un taux de croissance de 6 à 8% par an, la situation économique du pays n'est pourtant pas si mauvaise, mais la répartition des richesses est inégale, ce qui suscite rancœurs et frustrations. D'année en année, le problème du chômage, en particulier des jeunes, s'installe comme une bombe à retardement. Le palais de Carthage, qui utilise la délivrance des diplômes comme un outil démagogique, n'en prend pas la mesure. Dans les foyers, on rend Ben Ali responsable de tout ce qui ne va pas. La crise de l'emploi tout d'abord, mais aussi des salaires trop bas. Le minimum est à 250 dinars, même pas 100 € par mois. Les passe-droits, le racket des petits fonctionnaires, des policiers notamment. La situation est particulièrement tendue. Mais c'est d'une autre province oubliée, presque plus démunie encore, que va partir la déflagration des années 2010-2011. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le feu devant le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, petite ville dans le centre du pays. La police vient de lui confisquer les fruits et légumes qu'il vendait pour faire vivre les siens au motif qu'il n'avait pas de permis. Humiliation insupportable. En se supprimant, ce jeune étudiant au chômage entend protester contre la Hogra, ce mépris dont les jeunes se plaignent d'un bout à l'autre du Maghreb. Mohamed Bouazizi ne sait pas que son acte désespéré va entraîner le soulèvement de ses compatriotes et aboutir à la chute de Ben Ali. Après la Révolution, le dictateur ne remettra jamais les pieds en Tunisie, où il est l'objet de multiples condamnations pour homicide volontaire ou malversation financière. À quelques exceptions, son clan demeure lui aussi en exil. À partir de l'année 2015, pourtant, son image se redresse légèrement au sein d'une partie de la population, exaspérée par l'instabilité politique et surtout la régression socio-économique. Abir Moussi, une ancienne hiérarque de l'ex-Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti de Ben Ali, dissous en 2011, essaie de capitaliser sur ses velléités nostalgiques en développant les activités de sa formation, le parti d'Estouriens libres. Jouant sur l'aspiration d'un segment de la population à un pouvoir fort, Madame Moussi tient un discours souverainiste et farouchement anti-islamiste. Mais son échec au premier tour de la présidentielle du 15 septembre, où elle ne recueille que 4% des suffrages, montre bien que malgré le désenchantement post-révolutionnaire, les Tunisiens ne sont pas prêts à adouber les héritiers de Ben Ali.
Toujours en Tunisie, nous connaissons désormais les noms des deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Le premier tour avait lieu dimanche dernier. L'universitaire indépendant Kaïs Saïd est arrivé en tête en obtenant 18,4% des voix contre 15,6% pour l'homme d'affaires actuellement en prison, Nabil Karoui. A noter une faible participation pour ce scrutin ô combien important pour la population. Alors qui sont ces deux hommes? Portrait croisé tout de suite. Le duel entre Kaïs Saïd et Nabil Karoui aura bien lieu en Tunisie. L'instance électorale a annoncé ce mardi que les deux hommes étaient qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon des résultats officiels, l'universitaire indépendant Kaïs Saïd est arrivé en tête du premier tour en obtenant 18,4% des voix contre 15,6% pour l'homme d'affaires actuellement en prison Nabil Karoui. Le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, est donc de fait éliminé. 7 millions d'électeurs étaient appelés dimanche à départager 26 candidats pour ce premier tour qui s'est déroulé sur fond de grave crise économique et sociale et dans un contexte de rejet des élites politiques traditionnelles. La participation a été de 45%, un faible taux au regard des 64% enregistrés il y a 5 ans. Ce premier tour semble aussi avoir été particulièrement marqué par une désaffection des jeunes. Un juriste austère et conservateur et un patron de presse en prison, voici donc les deux candidats hors système arrivés en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Nabil Karoui est depuis le 23 août dernier incarcéré pour blanchiment d'argent. Ses supporters ont donc fait la fête sans lui et son épouse a mené sa campagne. Nabil Karoui est un communicant hors pair sur sa chaîne de télévision. Il se montre en embrassant les plus défavorisés aux quatre coins du pays. Il entend sortir la Tunisie de la pauvreté. Quant à Kaïs Saïd, c'est le candidat arrivé en tête. Avec son visage impassible et sa diction rigide, les Tunisiens le surnomment Robocop. Sans moyens et sans grand parti derrière lui, il a construit sa notoriété depuis des années sur les plateaux de télévision. Très conservateur sur les sujets de société, son ascension illustre le rejet de la classe politique traditionnelle. Et restons en Tunisie pour notre grand angle. Ce plus petit État du Maghreb se situe au nord du continent africain. Il est séparé de l'Europe par une distance de 140 km au niveau du canal de Sicile, disposant d'une superficie de 163 000 km², c'est 4 fois moins que la France. Le pays est limité à l'ouest par l'Algérie, au sud-est par la Libye et à l'est par la mer Méditerranée. Le désert du Sahara occupe une superficie comprise entre 33 et 40% du territoire. Le scrutin présidentiel du 15 septembre survient sur fond de morosité économique et sociale, malgré la reprise du secteur touristique. Il faut dire que l'économie tunisienne souffre des décisions prises, ou non d'ailleurs, depuis le printemps arabe de 2011. En 2018, le pays est le dos au mur. Le déficit budgétaire dépasse les 6% du PIB et ce sont les fonds du Qatar et de l'Union européenne qui permettent de le rendre supportable. La balance courante n'a jamais été aussi négative, l'inflation remonte à 5%, le dinar s'est déprécié de 23% en un an par rapport à l'euro, la dette publique a bondi de 40% du PIB en 2010 à 70% fin 2017. Autant dire que le pays emprunte pour rembourser ses dettes et non pour investir. De ce fait, la croissance demeure trop faible, 1% en 2016, à peine 2% en 2017, pour réduire le chômage massif de 30% chez les jeunes et les femmes. La faillite rôde. Mais comment en est-on arrivé là? Le laxisme de l'après-printemps a été catastrophique car les dépenses de l'État ont progressé 2 fois plus vite que ses recettes. Le gouvernement Jebali a embauché à tour de bras des fonctionnaires pas toujours dotés des compétences et des motivations requises. La masse salariale de la fonction publique dévore désormais les 2/3 des recettes fiscales. Mis en difficulté par la multiplication des grèves et des manifestations, les gouvernements Esside et Chahed ont ensuite cédé aux revendications salariales des fonctionnaires, oublié de repousser l'âge de la retraite, traîner les pieds pour redresser les entreprises publiques déficitaires et mener à très petite allure la lutte contre la corruption. Les réformes structurelles mettent des mois à être votées, puis des mois supplémentaires avant d'être appliquées. Une situation paralysée. La tension sociale au début de l'année a été aggravée par une absence de pédagogie. Ce n'est pas parce qu'il est inévitable de faire se serrer la ceinture à une population qui vit au-dessus de ses moyens collectivement, pas individuellement, que cela dispense de trouver les mots et les méthodes pour lui faire accepter la nécessité d'un effort équitablement réparti. La perspective des élections locales n'a laissé guère augurer de sursaut en matière de volontarisme, d'imagination ou de justice. Tout cela est bien inquiétant.
Les incertitudes politiques et les erreurs de gouvernance mettent à plat plusieurs agrégats économiques dont l'investissement privé, l'épargne des ménages, la demande agrégée, les exportations, alors que le pays a hâte de se relever après des années de récession et de mal-gouvernance. Le défi à relever consiste notamment à renforcer la confiance de plusieurs tours opérateurs qui commencent à renouer avec la Tunisie. Les chiffres le montraient, le ministre tunisien du Tourisme le répétait, la mauvaise passe était terminée. Après des années en berne, le tourisme revient bel et bien en Tunisie. La révolution en 2011 et la série d'attentats en 2015 avaient fait perdre des millions de touristes au pays. Avec 9 millions de visiteurs attendus en 2019, selon les calculs du gouvernement, le pays devrait renouer avec les chiffres d'avant les perturbations de ces 8 dernières années. Et parmi les déserteurs qui reviennent, il y a notamment les Français. Près de 80 000 clients ont réservé un séjour en Tunisie cet été via un tour opérateur, un bond de 23% par rapport à l'année dernière. La Tunisie se classe aujourd'hui à la 4e position des destinations moyen courrier préférées des Français. Pour Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, la Tunisie revient à son niveau d'avant le printemps arabe. La frilosité liée aux attentats a disparu. En 2010, alors que commençait le printemps arabe avec la chute du dictateur Ben Ali, près de 7,8 millions de touristes étrangers venaient passer leurs vacances en Tunisie. Un an plus tard, il n'était plus que 4,8 millions, soit une baisse de presque 40%. Le tourisme tunisien, à peine relevé, subissait ensuite un nouveau coup de butoir en 2015 lorsque des attaques terroristes ont touché le musée du Bardo à Tunis et un hôtel de la station balnéaire de Sousse. Mais depuis quelques mois, les Français étaient de retour et réservés en masse. Il suffit de faire un tour sur un site de réservation en ligne de voyage pour comprendre le retour des touristes. Pour moins de 500 €, vous trouvez facilement une semaine all-inclusive au bord de la plage en Tunisie. Certaines promotions proposent des tarifs encore plus bas. En cherchant un peu, il est possible de partir en famille, un couple et 2 enfants pour moins de 1 000 € tout inclus. Selon le comparateur de voyage en ligne Kayak, Monastir en Tunisie est la destination internationale la moins chère de l'été. La capitale tunisienne Tunis apparaît aussi dans son top 5 des vacances discount. En attendant les immenses complexes hôteliers tunisiens, avec leur formule All you can drink and eat, ne rapporte pas gros. Si le tourisme reste une locomotive pour l'économie tunisienne, c'est une locomotive qui rame. Le revenu moyen par chambre en 2018 est 3 fois inférieur en Tunisie qu'au Maroc. Un tiers de l'offre touristique n'est pas viable économiquement. Une fois qu'ils ont payé la petite facture de leur resort, les touristes ne sortent plus beaucoup le porte-monnaie. Chaque touriste ne dépense en moyenne que 150 $ contre 600 $ ailleurs dans le monde. Et pour parfaire le tableau, la dépréciation du dinar, si elle rend la destination Tunisie plus attrayante, pèse sur les retombées du tourisme calculé en devises. L'argument choc du ministère du Tourisme, c'est donc le travail. Le secteur embaucherait jusqu'à 850 000 Tunisiens, sans compter les emplois indirects. Mais là encore, il y a débat. Ce sont souvent des emplois saisonniers, précaires, mal payés et sans formation. La Tunisie est aujourd'hui un pays du Sud, un pays en développement. Les conditions de vie dans le pays sont très inégales, on l'a bien compris. Quant à la législation, elle est particulièrement stricte. Stricte à l'encontre des femmes et des minorités, notamment homosexuelles. Pour la première fois dans le monde arabo-musulman, un candidat homosexuel, Mounir Batour, a osé se présenter à l'élection présidentielle. Rappelons qu'en Tunisie, l'homosexualité est punie de 3 ans de prison et à peine 7% de la population estime que l'homosexualité est acceptable. Rencontre avec cet homme. Le 15 septembre s'est tenue l'élection présidentielle en Tunisie, l'une des seules démocraties du monde arabe. Pour la première fois dans le monde arabo-musulman, un avocat homosexuel de 48 ans, Mounir Batour, a osé déposer sa candidature. Un symbole très fort dans un pays où l'homosexualité est punie de 3 années de prison, comme dans tout le Maghreb. Presque 9 ans après la révolution de Jasmin, la Tunisie a-t-elle fait sa révolution sexuelle? Rien n'est moins sûr. Mounir Batour a observé la vie des jeunes en Tunisie. Des jeunes, des hommes et des femmes d'ailleurs. 3 années à observer les amoureux, à les voir se cacher dans les endroits les plus inattendus, comme cet escalier d'une centaine de marches qui descend à la plage de Sidi Bou Saïd, joli village perché à 15 km du centre de Tunis. Garçons et filles se tiennent par la main, esquissent un baiser. Certains, on le voit, semblent être pressés. Le désir est là. D'autres se cachent dans les parcs, les voitures, toujours inquiets cependant que la police vienne les découvrir.
Car oui, en Tunisie, un simple baiser ou un geste de tendresse trop appuyé entre deux personnes non mariées peut conduire en prison pour attentat à la pudeur ou atteinte à la morale publique au nom des articles 226 et 226 bis du Code pénal tunisien. Dans cette jeune démocratie en construction, le mariage est toujours le sésame d'une vie sexuelle libre et la virginité sacralisée. Avant l'été, lorsque vient la saison des mariages, les gynécologues voient affluer dans leur cabinet les futurs mariés pour demander une reconstruction de l'hymen. Pour la sociologue tunisienne Raouda El Guedri, le corps des femmes reste encore aujourd'hui la propriété des hommes. Mounir Batour est également parti à la rencontre des lesbiennes et homosexuels de Tunisie, qui se terrent victimes d'une homophobie partagée par une grande partie de la société de toute tendance, islamiste comme moderniste. Il risque jusqu'à 3 années de prison selon l'article 230 du Code pénal qui punit toute relation sexuelle entre personnes du même sexe. Dans la rue, les homosexuels sont régulièrement agressés ou insultés. Une centaine seraient condamnés tous les ans selon l'association Shams, qui défend les droits des homosexuels en Tunisie. Ils subissent aussi le test anal, un examen censé prouver la sodomie, qui n'accourt que dans 8 pays au monde, dont la Tanzanie et l'Ouganda. Cet examen effectué par des médecins légistes sur réquisition judiciaire est particulièrement humiliant et souvent vécu comme un viol. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU l'a qualifié d'acte de torture. Dans ce contexte répressif, la candidature de Mounir Batour, qui a osé se présenter à l'élection présidentielle, est très courageuse et symbolique. Cet avocat de 48 ans a vécu dans sa chair l'enfer de la répression des homosexuels en Tunisie. En 2013, il a déjà passé 4 mois de prison pour sodomie après avoir été dénoncé par un gardien dans un grand hôtel de Tunis alors qu'il venait tranquillement profiter du spa avec son petit ami. Il a été enfermé dans ce que l'on appelle ici le pavillon des lions, le nom officieusement donné au secteur réservé aux homosexuels dans les prisons tunisiennes, 12 mètres carrés pour 6 détenus par cellule. Son petit ami, 17 ans à l'époque, a lui été frappé, insulté par les policiers qui ont réussi à lui faire avouer son homosexualité alors qu'il n'en avait aucune preuve. Depuis cette terrible épreuve, Mounir Batour, l'avocat d'ordinaire discret sur sa vie privée, est devenu un des défenseurs les plus virulents de la cause homosexuelle en Tunisie. L'un des seuls qui ose s'afficher, parler à visage découvert aux médias, aide une association d'homosexuels condamnés à fuir le pays chaque année. C'est lui-même qui a créé l'association Shams, Soleil en arabe, en 2015, et a même été à l'origine d'une radio gay diffusée sur Internet, la première et la seule du monde arabe. En sport et en basket, l'Espagne de Marc Gasol a battu l'Argentine 95-75 en finale de la Coupe du Monde de basket qui se déroulait en Chine. Quelques jours après la fin du mondial, la FIBA a publié jeudi son nouveau classement mondial. La France est désormais au 5e rang et perd donc 2 places, passant derrière son adversaire en demi-finale de la Coupe du Monde, l'Argentine. Elle est également doublée par l'Australie qui bénéficie d'un bonus pour avoir battu la France, alors mieux classée qu'elle au 2e tour. Et le rugby, bien évidemment aussi, est à la une de l'actualité. C'est parti pour le mondial. Une phase de groupe, 4 au total, composée de 5 équipes, puis des matchs à élimination directe, des quarts de finale jusqu'à la finale, soit 48 matchs en tout du 20 septembre au 2 novembre. C'est le programme de la 9e Coupe du Monde de rugby au Japon. En phase de poule, la France se trouve dans le groupe C, celui de l'Angleterre, de l'Argentine, des États-Unis et des Tonga. Pour la Coupe du Monde masculine de rugby 2015, TF1 et Canal+ étaient partagés les matchs. Cette année, bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne cryptée, l'ensemble de la compétition organisée au Japon sera diffusée en exclusivité par le groupe TF1. La Une en a acquis les droits pour la 6e fois d'affilée pour un montant d'environ 45 millions d'euros. À vrai dire, la première chaîne n'aurait pas été contre en céder une partie si elle avait reçu une offre acceptable à ses yeux, mais apparemment les sommes proposées n'étaient pas suffisantes. Alors où et quand seront diffusés les matchs de la Coupe du Monde de rugby? Heure du Japon oblige, plus 9 heures par rapport à chez nous. Il faudra se lever tôt pour voir certains matchs. La deuxième rencontre Australie-Fidji par exemple est ainsi programmée à 6h45 heure française. Globalement, tout aura lieu le matin ou à l'heure du déjeuner. Les matchs de la France et les plus grosses affiches, le choc de la poule B Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud, vont être diffusés sur TF1, le reste sur TMC. Tous seront accessibles en streaming sur MyTF1, que ce soit en direct ou en replay. Parmi les premiers résultats, le Japon a écrasé la Russie 30-10 vendredi en match d'ouverture. L'Australie a battu les îles Fidji 39-21 et la Nouvelle-Zélande et ses fameux All Blacks l'ont emporté face à l'Afrique du Sud 23-13.
Quant à l'équipe de France, elle l'a emporté hier matin d'un souffle face aux joueurs argentins. En match d'ouverture de la poule C, les Bleus ont montré samedi à Tokyo deux facettes. Épatant en première période, 20-3, ils ont été très fébriles lors du second acte, ne devant leur victoire qu'à un drop de Camille Lopez. Score final 23-21, leur Coupe du Monde est lancée. A noter que le 15 de France disputera son deuxième match mercredi à 9h45 contre les États-Unis. Première Coupe du Monde de rugby à être organisée en Asie, le Mondial 2019 qui a débuté vendredi s'annonce sous les meilleurs auspices, au moins sur le plan comptable pour le pays. 400 000 visiteurs étrangers sont attendus pendant la durée d'un tournoi dont l'organisation a coûté près de 300 millions d'euros. J'attends une Coupe du Monde spectaculaire, un tournoi parmi les plus impressionnants, s'est réjoui le président de World Rugby Bill Beaumont avant le coup d'envoi, vendredi, du premier mondial jamais organisé en Asie. En guise d'ouverture à ce tournoi programmé jusqu'au 2 novembre, le pays hôte, le Japon, va affronter la Russie au stade Ajinomoto de Chofu, dans la lointaine banlieue de Tokyo. Sur le plan comptable, la compétition s'annonce sous les meilleurs auspices. 96% des 1,8 million de tickets pour les 48 rencontres prévues des 20 équipes dans 12 stades sont vendus, soit une garantie de bénéfice pour la fédération japonaise. 400 000 visiteurs étrangers sont attendus sur toute la durée du tournoi, dont l'organisation a coûté pas moins de 300 millions d'euros. Et 27 000 spectateurs ont assisté aux sessions d'entraînement du Pays de Galles, de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Hormis la menace d'un typhon venant du Pacifique qui s'est affaibli en début de semaine, tous les feux sont au vert pour le Japon qui espère un impact économique global de plus d'1 milliard de livres et accessoirement un nouveau record d'audience pour un match de rugby. 28 millions de téléspectateurs directs au Japon pour une population de 126 millions d'habitants. C'était vendredi lors du match d'ouverture face à la Russie. Visible avec la billetterie, l'engouement est également notable autour des équipes. 15 000 personnes ont assisté au premier entraînement public des Gallois lundi. Cela va être une Coupe du Monde très différente des autres. Ce tournoi va être plein de surprises sur le terrain et en dehors. Autre satisfaction de l'organe suprême du rugby mondial, le rugby compte 1,8 million de nouveaux pratiquants en Asie, dont plus d'1 million au Japon. Le résultat de la campagne Impact Beyond, menée depuis 2016, pour conquérir de nouveaux territoire. Dans un autre programme visant à obtenir un plateau mondial compétitif, les dirigeants du rugby mondial ont aussi dépensé 60 millions de livres en faveur des nations dites émergentes, Fidji, Samoa, Tonga, Géorgie, afin que ces dernières puissent rivaliser avec les meilleurs. Cela sera-t-il le cas au Japon? On aimerait que l'écart entre les grandes et petites nations se réduise encore. Cela a été le cas lors des Coupes du Monde précédentes. À suivre donc de près. Au cinéma, la sortie il y a quelques jours de 3 jours et une vie, un drame psychologique français réalisé par Nicolas Boukrieff. Ce film noir est l'adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaître. En 1999, à Aulois, dans les Ardennes belges, un enfant disparaît. Tout le monde dans le village se met alors à suspecter son voisin de la disparition. Ce sera sans compter sur un événement inattendu et dévastateur qui va tout bouleverser. Nul doute que les spectateurs ressortiront chamboulés et bluffés de ce marathon émotionnel, tenu par une mise en scène d'une redoutable efficacité et par des acteurs impeccables, Pablo Poli en tête, qui joue ici dans son second long métrage où il tient le rôle principal, après sa remarquable performance dans le film Patient de Grand Corps Malade en 2017. Deuxième semaine pour notre rubrique Netflix. Après Sense8 dimanche dernier, nous vous emmenons aujourd'hui dans un tout autre univers, celui d'une femme d'affaires, laquelle bouscule la vie d'un couple en leur faisant ressurgir d'anciens secrets, mais également en créant de nouveaux. What If retrace la vie de Lisa et Sean qui prend une tournure inattendue. Les deux tourtereaux ne pourront plus jamais retourner en arrière. L'amour fusionnel connaît alors une toute autre trajectoire. La performance de Renée Zellweger est impressionnante et nous la découvrons dans un tout autre registre que Bridget Jones, qui lui donne cette fois-ci une puissance sur le devant de la scène. Il faut également retenir le très bon jeu de tous les comédiens et le scénario qui déborde d'imagination et d'événements surprenants. À travers cette excellente série, nous voyons le travail et la détermination de toutes les équipes et entre autres l'importance du dépouillement et du montage. Rappelons que le dépouillement consiste à noter toutes les informations et les détails de chaque scène, personnages et acteurs concernés, figurants, décors, accessoires, costumes, matériel. Les repérages consistent à rechercher les différents lieux de tournage et étudier les lieux pour déterminer où poser la caméra et sont parfaitement réussis et la série finit en beauté dans l'éclosion de la surprise générale.
A noter qu'une saison 2 est prévue, mais tout sera très différent et l'histoire ne sera pas liée à celle de la première saison. Mais laissez-vous déjà guider par cette saison 1 de What If, créée par Mike Kelley et diffusée depuis le 24 mai 2019 sur le service Netflix. Vous allez adorer et être accro. Et maintenant, votre programme TV de la semaine. Lundi à 21h05, retrouvez La part du soupçon, la nouvelle fiction de TF1 dans laquelle Kadmerad incarne un père de famille accusé d'avoir tué les siens avant de changer d'identité. Un homme en apparence sans histoire qui assassine femme et enfant avant de s'évanouir dans la nature. Cette histoire vous dit sans doute quelque chose. Elle vous renvoie sans doute à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce notable Nantais porté disparu depuis la découverte des corps de son épouse et de leurs 4 enfants sous la terrasse de la maison familiale en 2011, mais cette fiction diffusée demain s'apparente surtout à une autre histoire bien sombre, celle de John List. En 1971, cet Américain âgé de 46 ans perd son emploi de cadre bancaire dans le New Jersey, mais il n'ose pas prévenir les siens par peur de l'humiliation, et un jour de novembre, il abat son épouse, sa mère, puis sa fille et son fils. Il prend ensuite le temps non seulement de se préparer à manger, mais aussi d'assister au match de foot de son dernier enfant, qu'il abat à son tour juste après. Ces crimes ne sont découverts qu'un mois plus tard. Entre-temps, John List a organisé sa fuite. Une fois condamné à 5 peines de prison à vie pour ses 5 meurtres, il reconnaîtra la raison pour laquelle il n'avait pas tenté de mettre fin à ses jours. Très croyant, il était persuadé qu'un suicide l'empêcherait de gagner le paradis et donc d'y retrouver les siens. John List est mort à la prison de Trenton, dans le New Jersey en 2008, des suites d'une pneumonie. Peu probable néanmoins qu'il ait depuis emprunté le Jardin d'Éden. Mardi à 21h05 sur France 3, les fans de Plus belle la vie pourront se réjouir d'un nouveau Prime, même s'il ne s'agit pas d'une soirée destinée à fêter les 15 ans de la série déjà. Cet épisode de 90 minutes réunit davantage de personnages qu'à l'accoutumée. Il s'annonce également plus dramatique. À quelques minutes du coup d'envoi d'un match de handball opposant les élèves des lycées Scotto et Ravel, le gymnase s'effondre sur les tribunes, ensevelissant sous des tonnes de gravats le public présent. La vétusté du bâtiment, construit par Vincent Chaumette, l'un des héros du feuilleton marseillais, est mise en cause. Mais si beaucoup vont souffrir de cette tragédie, elle pourrait être à l'origine d'une romance improbable. Intense, ce prime time intitulé Révélation annonce une année d'anniversaire tout aussi riche en émotions. Tout autre chose, mercredi à 20h55 sur RMC Découverte, un documentaire intitulé L'Élysée, les secrets d'un palais. Cette circonstance en ces journées du patrimoine. Résidence du président de la République, le palais de l'Élysée dispose d'une logistique importante, fonctionnant grâce à près de 800 employés. Avec ses 365 pièces sur plus de 11 000 mètres carrés, le bâtiment est la clé de voûte des institutions françaises et s'adapte aux exigences de ses occupants. Ce documentaire vous offre aussi une plongée dans les coulisses du palais, des passages secrets au PC Jupiter, d'où le président peut gérer des situations de crise. Une histoire étonnante et passionnante de cet édifice emblématique que RMC Découverte vous propose donc mercredi soir. Et ce soir du football attend les amateurs de ballon rond avec une grosse affiche OL-PSG dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Lyonnais veulent profiter des déboires des Parisiens qui présentent une ligne d'attaque quelque peu affaiblie par les absences de Kylian Mbappé et Edinson Cavani blessés. Ce match est à suivre ce soir en direct sur Canal+ depuis le Parc Olympique Lyonnais. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Vous êtes pour l'heure 49% à penser à une victoire du PSG contre 28% pour Lyon. Au classement provisoire, le PSG, Rennes et l'OM occupent les 3 premières places. Lyon est 8e et Monaco chute de 7 places à la 19e position. Avant de refermer cette édition, notre photo de la semaine nous emmène dans le Nevada aux États-Unis, dans une mystérieuse zone, une base de l'US Air Force, si secrète que son existence même n'a été reconnue par la CIA qu'en 2013. Depuis 1989, elle est liée aux théories d'OVNI, le milieu ufologique, une discipline qui étudie tout ce qui a trait aux objets volants non identifiés, la reprend fréquemment à son compte pour élaborer diverses théories conspirationnistes suggérant des relations secrètes entre l'armée américaine et des extraterrestres. Dans ce milieu complotiste, elle est connue sous son appellation anglaise Area 51, la zone 51.
Un véritable flop. Les réseaux sociaux annonçaient 2 millions de personnes pour donner l'assaut à une base secrète de l'armée américaine dans le désert du Nevada, accusée par les conspirationnistes de tout poil d'y cacher des aliens. Ils ne sont finalement pas plus d'une centaine à avoir fait le déplacement ce vendredi. Tout a commencé par un message sur Facebook organisant un événement intitulé Prenons d'assaut la zone 51. Ils ne peuvent pas nous arrêter tous. L'idée était d'envahir le 20 septembre à 3 heures précises cette fameuse zone 51, base de l'US Air Force si secrète que son existence même n'a été reconnue par la CIA qu'en 2013. Relayé par les médias, moqué par les humoristes, l'événement avait fait grand bruit, incitant même l'armée américaine à adresser une sévère mise en garde aux audacieux qui auraient vraiment l'idée d'envahir le site. Au total, 2 millions de personnes s'étaient inscrites lorsque Facebook a supprimé début août l'événement, qui ne respectait pas ses critères de publication. Seul hic, Matthew Roberts, l'initiateur de cet événement, a depuis reconnu qu'il s'agissait d'une simple blague qui lui était passée par la tête quand il s'ennuyait à 2 heures du matin. Le jeune homme dit avoir été inspiré par un autre message Facebook qui appelait à voler les 10 000 lacs du Minnesota après avoir trouvé l'idée de la zone 51 pour faire encore plus loufoque, puis être allé se coucher. Selon des médias locaux, seule une centaine de personnes, souvent déguisées ou parfois portant un bonnet en papier d'aluminium pour se protéger des ondes, a finalement répondu à l'appel dans la nuit de jeudi à vendredi pour un rassemblement plutôt festif qui s'est soldé par une seule arrestation. L'infortuné contestataire, lui, est un homme ayant uriné sur l'entrée du site dont la route d'accès avait été fermée environ 1,5 km en amont par les autorités. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition avec un dossier consacré à un sujet de société et pas des moindres, le mariage pour tous, dont la mise en application de la loi a suscité moult remous en France. Ce grand angle sera l'occasion de voir où en est la législation dans les autres pays d'Europe et du monde concernant le mariage homosexuel. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche.